route mystérieuse serpente dans les hautes montagnes de la chaîne de Hengduan et parmi les forêts denses de la région triangulaire du Yunnan, du Sichuan et du Tibet. C'est l'ancienne route du thé et des chevaux sur le plateau le plus élevé du monde. Le long de cette route vivent diverses ethnies chinoises, mais ce sont les Tibétains les plus nombreux. Au petit matin, le soleil jette ses rayons sur les petits villages de montagne, d'où monte la fumée en volute. Par les prières commence une nouvelle journée de la famille de Tsaga. Ses membres sont tous de pieux bouddhistes. Les bannières sur lesquelles ont été écrits les canons qu'ils récitent tous les jours flottent au gré du vent. Ils rendent un culte suprême à Bouddha. De cette façon, ils vénèrent Bouddha. Avec le dieu de la montagne, ils gardent leur pays natal paisible et reculé. Les Tibétains adorent la montagne et la rivière et vivent en harmonie avec elle. Celui qui sait parler, sait chanter. Celui qui sait marcher, sait danser, comme le dit une expression tibétaine. En automne, après la moisson, ils se rassemblent pour danser et pour bénir le ciel. L'ancienne route du thé et des chevaux était en fait un chemin emprunté spécialement par les caravanes de marchands. Cette route a deux branches. L'une, de 3100 km, s'étendant du Sichuan au Népal et en Inde, en passant par Luting, Kangting, Patrang et le Tibet. L'autre, de 3800 km, s'étendant du Xishuangbanna et Semao, région productrice de thé Pu'er dans le Yunnan, jusqu'au Népal, au Myanmar et en Inde, en passant par Tali, Litiang, le Tibet, Gyanze et Yatong. Les deux branches sont divisées en d'innombrables embranchements, longs ou courts, qui relient la région triangulaire du Yunnan, du Tibet et du Sichuan pour former l'ancienne route du thé et des chevaux, la plus élevée, la plus dangereuse, la plus reculée du monde. Cette route était à l'origine d'un marché du thé et des chevaux à l'époque des dynasties des Trang et des Song. Du fait que les Tibétains vivent dans une zone glaciale de haute montagne, située entre 3 et 4 000 mètres d'altitude, ils ont besoin d'aliments riches en graisse et calories, comme le tsampa, un aliment fait à base de farine d'orge, les produits laitiers, le beurre, la viande de bœuf et de mouton, leur nourriture de base. Pourtant, faute de légumes et pour mieux digérer les graisses, le thé est la meilleure boisson. Ainsi, les habitants de la montagne ont pris l'habitude de boire du thé au beurre. Le Tibet n'est pas producteur de thé, mais avec ses régions qui touchent le Sichuan et le Yunnan,
il produit en abondance des chevaux de race. Ainsi sont apparus les marchés de thé et chevaux. Depuis, les échanges sont devenus fréquents entre le Tibet et les régions frontalières du Sichuan et du Yunnan, qui produisent des chevaux, des mulets, des fourrures et des médicaments bruts. Le Sichuan et le Yunnan abondent, eux, en thé, issu de coton, sel et articles d'usage courant. Avec le développement économique et social, une route dite de thé et chevaux a été ouverte et existe encore de nos jours. Sur la steppe Zoige de plus de 4000 mètres d'altitude, les herbes poussent à foison, formant un pâturage naturel. Les pasteurs tibétains vivent avec les chevaux, leurs proches compagnons. Ils vivent depuis leur enfance à dos de cheval. Le vent glacial de la steppe a fait bronzer leur peau. C'est un cheval de Trangoretu, l'une des 4 célèbres races du monde. Il est robuste, majestueux et rapide. À Huanglong, le cheval était le principal moyen de transport. Aujourd'hui, on peut clairement voir des chevaux sculptés sur la muraille de l'ancienne cité de Songpan, située au pied du mont Huanglong. Songpan est une région qui relie 3 provinces, le Sichuan, le Qinghai et le Gansu. Comme le mentionne un livre ancien d'il y a 2300 ans, Songpan doit sa célébrité à l'animation des échanges commerciaux frontaliers. Sortis à cheval de l'ancienne cité de Songpan, nous avons pris l'ancienne route du thé et des chevaux à Long'an. Là, nous retrouvons encore son aspect originel. Par ici, des milliers de tonnes de tissus et de thé ont été transportés vers les contrées occidentales. Des chevaux de race et des médicaments bruts ont été ramenés à Chengdu. Les chevaux et les ornières de chars illustrent la prospérité commerciale d'antan sur cette route. Le village de Xiaohe est situé à l'extrémité est de l'entrée de l'ancienne route du thé et des chevaux à Long'an. À différentes époques, les troupes qui tenaient garnison en temps de guerre et en temps ordinaire géraient les passants et les caravanes à la place de l'administration locale. Dan Yunxia est le tronçon le plus dangereux de l'ancienne route du thé et des chevaux.
À son entrée se dresse une gigantesque stèle sans inscription. Ainsi, elle a été ensevelie dans l'oubli, à l'exception de sa forme. Le Minjiang, qui prend sa source au mont enneigé à la jonction du Gansu et du Sichuan, est le plus long et le plus grand affluent du fleuve Yangtze. 1 millier de petites rivières ont formé de grands fleuves, après avoir traversé des vallées qui se précipitent en déferlant avant d'arriver sur la plaine de Chengdu. La rue située sur la rive ouest du fleuve est la plus ancienne de Dutianyen. Elle peut remonter à la fondation de cette ville. Autrefois, cette rue était le seul chemin menant de la plaine de Chengdu à la région montagneuse de l'ouest. Les marchandises en provenance de la montagne ou prêtes à être transportées vers la montagne devaient être échangées ici, avant d'être transportés par voie fluviale dans les diverses régions du pays. Aujourd'hui, le réseau de transport facile a remplacé la navigation fluviale, de même que les rues tranquilles et les vieillards oisifs ont remplacé les caravanes de marchands affairés. Aujourd'hui, Zhaga va avec sa fille et ses 2 fils au temple Huanglong rendre un culte à l'immortel Huanglong. Du 13e au 15e jour de la 6e lune de chaque année, les habitants se rendent au temple Huanglong avec des offrandes en même temps qu'ils visitent la foire du temple. Ce genre de festivité n'a jamais cessé depuis 600 ans malgré les changements d'époque. Les Han, les Hui, les Tibétains et les Qiang se rassemblent ici malgré leurs différences de religion. Ils vénèrent ensemble l'immortel Huanglong qui leur a apporté la paix et le bonheur. Ils espèrent également que leur descendance vivra éternellement dans cette région aussi belle que le paradis céleste.
Après avoir fait des offrandes à l'immortel Huanglong, Zhaga a raconté à ses enfants l'histoire de la vallée de Huanglong. Les enfants se mettent à chanter des chansons tibétaines qui résonnent longuement dans la nuit de Huanglong. La nuit tombe sur la terre de Huanglong. C'est le moment choisi pour évoquer l'histoire épisode par épisode. La vallée à 9 villages est située sur le territoire du département autonome Chiang-Taba, dans la province du Sichuan. Là, les hautes montagnes, éternellement enneigées, d'une altitude moyenne de 4000 mètres, encaissent une vallée où sont répartis 9 villages tibétains dispersés parmi les lacs alpins, d'où son nom. Les 9 villages comptent plus de 1000 Tibétains qui mènent une vie pastorale. Leur vie est étroitement liée à l'eau. Avec l'eau de pluie et l'eau de ruisseau, ils cultivent les champs et moulent du grain, menant une vie semi-agricole et semi-pastorale. Dans les champs, ils cultivent des chingke, une espèce d'orge alpine spéciale. Environ 2000 ans auparavant, les ancêtres des 9 villages, pour fuir le chaos causé par la guerre, ont quitté le plateau du Qinghai Tibet pour s'y installer. Les habitants des 9 villages sont des adeptes de la religion Bonpo, la plus ancienne secte du bouddhisme tibétain. Ils récitent tous des canons bouddhistes, qu'ils soient religieux ou laïques. Les statuettes de Bouddha en farine de Qingke sont faites à la main. Tous les 15 jours, ces statuettes doivent être renouvelées. Toutes les choses se renouvellent comme l'eau et aucune chose n'est immuable, comme le soulignent les canons bouddhistes. À l'aube, la vie des habitants des 9 villages commence par les prières. Le temps passe comme une flèche. L'automne arrive en douceur sur la vallée des 9 villages. En cette saison, les habitants récoltent du chingke, du maïs et de l'orge. Selon eux, toutes les choses ont une vie, même les produits de première nécessité comme les bois. Par conséquent, pour les utiliser, il faut demander l'autorisation à Dieu. Le thé au beurre est leur boisson de base. Pour le préparer, on mélange la farine de chingke avec du beurre, puis on met le tout dans une infusion de thé.
Xie Guo et les siens sont des habitants pure souche de la vallée des 9 villages. Ils vivent depuis toujours en autarcie. À la charnière de l'automne et de l'hiver, les villageois rassemblent leurs yaks qu'ils ont fait paître dans la montagne pour les ramener au village. C'est la saison morte où les villageois se rassemblent pour rendre un culte au dieu de la montagne. Depuis des milliers d'années, les habitants de la vallée des 9 villages vivent en harmonie avec la montagne et les rivières. Ici, ils jouissent à leur gré des dons de la nature. La province du Sichuan est le foyer de la plantation du thé. Avant les dynasties des Qin et des Han, les habitants du Sichuan ont commencé à produire du thé et à en boire. Sous la dynastie des Tang, la production du thé s'est étendue à tout le pays. À partir de cette époque, le Sichuan et d'autres régions ont introduit du thé au Tibet. Ainsi s'est ouverte une route destinée à transporter le thé vers le Tibet. Depuis lors, les Tibétains, qui mangent beaucoup de viande, ont pris l'habitude de boire du thé, une boisson favorable à la digestion et à la dissipation des graisses. Sur le plateau du Qinghai Tibet, il fait très froid. L'air est raréfié et le climat changeant. La montagne est bloquée par la neige au 2e et 3e mois, la pluie tombe sans arrêt au 4e, 5e et 6e mois, les chemins deviennent praticables au 7e, 8e et 9e mois. À partir du 10e, on doit marcher en rampant comme un chien, dit un proverbe local. Il décrit à juste titre la situation des chemins. Le thé du Sichuan a été souvent transporté vers les diverses régions du Tibet dans des conditions très difficiles. Pour les Chinois, boire du thé n'est plus dans le seul but d'apaiser la soif. Avec une évolution millénaire, une cérémonie du thé s'est formée et est devenue une culture, un moyen d'existence auquel beaucoup de gens aspirent. Depuis un millier d'années, l'ancienne route du thé et des chevaux, qui s'étend sur des milliers de kilomètres sur le plateau du Qinghai Tibet, longe les habitations de diverses ethnies. Elle leur permet de communiquer et de procéder à des échanges de culture et de biens et de se développer. L'ancienne route du thé et des chevaux est un couloir culturel d'échange pour les diverses ethnies qui habitent tout son long. Cette robe jaune clair est dans le style du costume que l'empereur chinois portait en audience à la cour sous la dynastie des Qing entre le XVIIe et XXe siècle. Elle est aussi connue sous le nom de robe au dragon.
Dans l'Antiquité en Chine, les simples citoyens ne pouvaient jamais voir une robe au dragon. Monopolisée par la famille impériale, la couleur jaune et les motifs sur ce costume étaient prohibés pour la population. La cité interdite à Beijing contenait les palais impériaux des dynasties des Ming et des Qing entre les 15e et 20e siècles. À l'époque, le jaune ne pouvait être utilisé que pour la décoration des constructions, des vêtements, des objets et ustensiles. La couleur jaune fut l'un des symboles de la famille et de l'autorité impériale en Chine dans l'Antiquité. La suprématie de cette couleur sur toutes les autres remonte à une époque très ancienne en Chine. La théorie des 5 éléments, dite Wuxing, fut une théorie développée en Chine dans l'Antiquité, selon laquelle les matières dans ce monde n'échappent pas aux 5 éléments de base que sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. La Terre, qui symbolise notre planète, avait la position centrale dans la mentalité des Chinois dans le temps. Elle dominait tous les autres éléments. Elle était donc vénérée comme l'élément parfait. Par conséquent, le jaune, sa couleur originelle, ainsi que la couleur dorée du même ton, devinrent des couleurs nobles. Une autre raison permet aussi d'expliquer le culte pour la couleur jaune. C'est qu'un vêtement jaune se distingue facilement dans une foule aux couleurs variées. Ce qui saute aux yeux est généralement la personne en jaune, car c'est une couleur très vive. À partir des dynasties des Sui et des Tang, il y a 1 millier d'années, le jaune devint progressivement la couleur exclusivement réservée aux empereurs et aux impératrices en Chine pour leurs vêtements. On employait aussi l'expression « le port de la robe jaune » pour décrire l'accession au trône d'un nouvel empereur en Chine. Sous la dynastie des Ming et des Qing, l'usage de cette couleur a été davantage réglementé. Les documents historiques des Ming montrent que les citoyens n'avaient pas le droit d'utiliser le jaune sur leurs objets. C'était même interdit d'utiliser un fil jaune ou doré pour recoudre les vêtements ou les chaussettes. Dans le temps, la couleur jaune semblait avoir complètement disparu de la vision des gens dans leur vie quotidienne, à part les constructions impériales jaunes, l'élément or naturel, les feuilles jaunies en automne et les fleurs jaunes dans la nature. Dans l'Antiquité, en Chine, les caractéristiques des vêtements portés et des accessoires marquaient la hiérarchie sociale. Les dénominations de certains vêtements et accessoires devinrent même des surnoms de certaines catégories d'individus. La robe au dragon jaune symbolisait l'empereur, ceinture de jade et chapeau noir de gaze indiquaient qu'il s'agissait là des mandarins de haut niveau, tandis que les gens simples étaient étiquetés de vêtements de coton. Étant donné la rigidité du système hiérarchique vestimentaire et accessoire dans l'Antiquité, la population chinoise ne pouvait que tenir la couleur jaune à distance respectueuse, si bien que les familles impériales s'approprièrent cette couleur de nature splendide et heureuse pendant plus de 1000 ans. Quand le régime impérial des Qing fut renversé au XXe siècle, cette couleur noble et gracieuse put enfin revenir auprès de la population et être utilisée largement dans la vie quotidienne et pour les différents événements heureux. En termes de fréquence d'utilisation et de satisfaction dans la population, le jaune occupe toujours une place prépondérante comme couleur porte-bonheur en Chine.